Merci à tous de nous accompagner pour cette dernière session de la journée. Je vais immédiatement passer la parole à Franck, puisqu'il va devoir ensuite rejoindre le quiz et qui va nous parler de LucasArts à Chartres et du challenge que constitue cette nouvelle unité dans notre contexte démographique tendu actuel. Bien, merci messieurs les modérateurs. Donc on va ouvrir la présentation. Et donc LucasArts, effectivement, pour nous, ça a été un défi en fait pour gérer la pénurie médicale. Donc LucasArts, c'est quoi en fait? C'est une unité de cardiologie ambulatoire sans ou avec rendez-vous. On n'a pas de diapo là. Ah. Un problème logistique rencontré. Je ne sais pas cocher aussi vite. Vous allez pouvoir mettre les slides sur l'écran. Parfait. Merci. Allez, ferme la porte peut-être. Donc LucasArts, c'est vraiment un défi pour nous face à la démographie médicale. C'est une unité donc, de cardiologie ambulatoire avec et sans rendez-vous. Alors il faut quand même reconnaître que cette conception vient de Gilles Montalesco, qui a ouvert une LucasArts à Paris maintenant il y a 4-5 ans de mémoire. Et j'avais été étonné quand même qu'on puisse ouvrir une unité de consultation non programmée à Paris intramuros, alors que j'avais l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de cardiologues à Paris, ce qui n'est pas forcément le cas en libéral, et que ça pouvait nous mettre en porte-à-faux et créer des conflits inutiles avec nos correspondants qui nous envoient des malades si en plus on gère les consultations à côté d'eux. Et en fait, pas du tout, parce que quand ils ont des douleurs thoraciques à prendre en charge à 17h, ils sont très contents de l'envoyer en LucasArts, où le patient va être pris en charge rapidement avec la troponine, l'écho et éventuellement un scanner ou une coronarographie, et que ça leur pose aucun souci. Alors LucasArts, c'est 2 volets. Donc il y a un premier volet qui est effectivement l'unité ambulatoire, donc je vais en dire un petit mot, même si je crois que vous avez un topo après sur l'ambulatoire, sur l'expérience de Saint-Joseph. Et puis c'est une unité de consultation sans et avec rendez-vous. Donc on a eu la chance de valider un projet qui s'est fait donc dans un nouveau service, situé malheureusement au 2e étage, parce que nous, c'est un hôpital ancien qu'on appelait autrefois Fontenoy. Vous savez, c'est 2 X qui se croisent avec des ailes. Et la coronarographie chez nous est au rez-de-chaussée avec tout le plateau technique interventionnel. Donc c'est vrai que de manière idéale, c'est mieux de créer LucasArts à côté de la coro, au même étage, pour faciliter effectivement les brancardages, etc. Bon, on nous a vendu le 2e étage, donc quand un directeur vous propose de refaire toute une aile adaptée à votre projet, c'est difficile de refuser. Donc on a accepté et on a construit quelque chose qui ressemble plus à une unité hôtelière, on va dire, avec du bois, vous voyez, qu'un hôpital traditionnel, pour essayer de créer une ambiance pour ces patients qui vont venir, donc soit en ambulatoire pour un acte interventionnel, soit en unité de consultation pour un avis rapide, etc. Alors, un petit mot sur l'ambulatoire. L'ambulatoire, pourquoi c'est vrai qu'au départ, il y a des réticences. On voit même qu'encore, il y a encore beaucoup de réticences et que l'ambulatoire se développe pas tant que ça, notamment en cardiologie interventionnelle. Pourtant, ce virage, il a été encouragé par les tutelles. Pour les patients, il n'y a pas photo. Le patient arrive le matin, il sort le soir. Donc, quand on lui explique en consultation que la coronarographie va se faire en ambulatoire, voire l'angioplastie, ils sont plutôt contents de rentrer à la maison le soir. Et puis, on a pas mal d'études qui montrent que la sécurité, finalement, est satisfaisante et que ça va dans le sens de développer l'ambulatoire. Quand on a ouvert la coro il y a 20 ans, les patients arrivaient la veille, restaient le lendemain, donc passaient 2 nuits quasiment systématiquement, surtout s'ils étaient dilatés. En plus, il y a un intérêt financier donc sur ce virage ambulatoire, grâce aux négociations à l'époque du CNP, et c'était Martine Gillard à l'époque, où les GHS, avec Philippe Como, les GHS ont été majorés. Vous voyez que le GHS de l'ambulatoire, globalement, il est à 2 400 €, alors que si le patient passe une nuit, il est moins cher. Il faut quasiment passer 3 nuits, donc, où là, le patient passe en niveau 2 de gravité, et dans ce cas-là, le
GHS est un peu majoré. Mais enfin, entre-temps, vous aurez peut-être mis 2 ou 3 patients en ambulatoire, donc dans le même lit, donc vous serez gagnant. Donc il y a un avantage financier avec une tarification qui est quand même incitative pour développer l'ambulatoire. C'est vrai que ça permet probablement de diminuer des lits par ailleurs et peut-être des personnels, de diminuer les frais hôteliers. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème de draps, etc., et de plateau repas midi et soir, puisque c'est essentiellement le midi. Il y a un confort du patient. Après, il y a quelques contraintes. L'ambulatoire, c'est quand même contraignant. Il faut une organisation assez parfaite avec des protocoles. Il faut anticiper, envoyer parfois des formulaires de consentement avant, bien informer les patients pour synchroniser tous les acteurs de cette prise en charge. Éventuellement avec un bilan sanguin qui a été fait 8 jours avant ou 15 jours avant. Nous, on accepte des bilans sanguins qui sont faits 15 jours avant une coronarographie ou un geste d'artério ou de rythmologie. Le rythme, la prise en charge, il est soutenu par les professionnels qui sont dans une unité de lieu finalement où il n'y a pas de personnel la nuit, donc c'est aussi attractif au niveau du personnel. On a une plage horaire qui est assez importante, vous voyez, de 7h à 21h, parce qu'on souhaitait que les vacations du matin et de l'après-midi puissent faire de l'ambulatoire. Et globalement, on peut faire de l'ambulatoire chez nous jusqu'à 17h en fin d'examen, fin de coronarographie, voire fin d'angioplastie. Parce que même pour l'angioplastie, on est passé à 4 heures de surveillance quand tout va bien. La coro, c'est 3 heures. Quand il n'y a pas le problème technique du C1 ou du Terban, on enlève le matériel assez rapidement. C'est une capacité donc de 20 lits. On a mis 16 fauteuils qui peuvent avoir une position quand même demi-assise et 4 lits. L'activité ambulatoire, c'est essentiellement la cardiologie interventionnelle, la rythmologie interventionnelle, le vasculaire interventionnel, parce qu'on en a aussi pas mal, et puis tout ce qui tourne autour de l'HDJ, on va dire non invasive. Donc il y a l'insuffisance cardiaque, le pharyngèque, l'HDJ diurétique aussi qu'on a mis en place, l'hypertension artérielle, l'unité thérapeutique d'insuffisance cardiaque. À venir, il va y avoir probablement la CMH et peut-être les préablations aussi de fibrillation atriale. Et puis il faut prévoir donc des lits de repli. Et on a une solution connectée qui est MemoQuest où les patients, c'était une solution qui était utilisée par l'unité de chirurgie en fait, où les patients envoient le lendemain si tout va bien ou s'il y a un problème et ils ont effectivement la liste, le téléphone à appeler en cas de problème. Les lits de repli, il faut bien les anticiper. Nous, on en avait mis 8. Peut-être qu'on va diminuer à 4-5 parce que maintenant aussi il y a une dynamique de l'ensemble des médecins sur l'ambulatoire. Au début, il y a toujours des résistances médicales à faire l'angioplastie en ambulatoire pour certains collègues. Et puis finalement, tout le monde y vient parce qu'on voit que les autres n'ont pas de problème. Et donc finalement, on s'y émet progressivement. Donc il y a même des pacemakers maintenant chez nous qui sont faits en ambulatoire, des artériaux par voie fémorale qui sont faits en ambulatoire s'ils peuvent rester 6 heures. Et donc ça se développe. Et y compris l'ablation de la fibrillation atriale. Nous, on est un centre quand même, on est un gros centre de rythmo parce qu'on fait un peu plus de 500 ablations complexes. Et j'ai envie de dire que 50% de ces ablations se font en ambulatoire pour des ablations de FA qui se font sous anesthésie générale. L'angioplastie, vous voyez que les GHS ont pas mal augmenté en ambulatoire, ça a augmenté progressivement, il y a une marge de progression qui est liée aussi aux patients, qui est liée aux médecins, qui est avec progressivement donc qui rentre dans la dynamique du groupe, on va dire, parce qu'il y a toujours des médecins plus inquiets qui veulent garder leur malade, il habite loin, il ne va pas rentrer, etc. Et au fil du temps, finalement, on optimise la prise en charge en ambulatoire. À titre d'exemple, l'angioplastie, là, qui est une slide qui est prise sur le réseau France PCI, on est à 61% à Chartres. Il y a des petites fluctuations, vous voyez, mais bon, globalement, on a atteint notre plateau qui est de 60%. Et ce qui est une bonne chose. Pour l'angioplastie ambulatoire. Oui, on est dans l'encore stable du programmé. Les données de France PCI, donc c'est bien sûr anonymisé. Vous voyez qu'il y a 2 centres assez performants qui sont à 70% d'angioplastie en ambulatoire. Chartres est à 60%. Vous voyez qu'il y a des réticences quand même dans quelques centres où l'ambulatoire a du mal à se développer.
Il y a quelquefois un peu plus de réticence dans le privé pour des problèmes de coût des lits, etc., que les cardiologues ont parfois peur de perdre leur lit. Donc voilà, donc il y a parfois des réticences. Alors le deuxième volet, c'est l'unité, ça c'est le quiz qui commence, c'est l'unité de consultation et du plateau technique. Et pourquoi donc on a ouvert cette consultation non programmée? Moi j'ai toujours été un peu opposé aux unités de chest pain là, qui se sont développées dans certains endroits parce qu'on avait l'impression de remplacer les urgentistes et qu'à la fin on traitait les pancréatites, l'épanchement pleural, et donc on a plutôt mis en place un cardiologue de garde le matin qui a le bip, qui peut aller faire l'écho, qui est un peu à disposition pour les urgentistes, mais c'est eux qui voient le malade en premier. Par contre, l'unité de Luc Hazard, le concept, c'est comme il y a une pénurie de cardiologues, que les délais de consultation sont très longs. Nous, on arrive maintenant à des délais presque de plus de 1 an. Hein. Donc, quand vous avez des patients qui disent « mon cardiologue est parti à la retraite, il m'a dit de le revoir dans 6 mois », on leur dit « nous, c'est pas avant 1 an ». C'est vrai que c'est un vrai problème. Les urgences sont un peu débordées, y compris dans notre GHT. Et c'est vrai que le patient qui vient aux urgences, qui va être vu par le cardiologue, on va pas forcément faire tout le bilan de cardiologie aux urgences, donc il va sortir et il va revenir en UCASAR 48 heures après, ça soulage les urgentistes et il y a une file active qui s'est créée comme ça pour faire une prise en charge rapide des patients et moins de perte de chance pour des patients qui ont eu des symptômes cardiologiques qui sont venus aux urgences. Ils ont été vus soit aux urgences, soit par un médecin généraliste parce qu'ils ont eu des symptômes. C'est vrai qu'on a vu que pendant le Covid, en fait, les patients n'avaient plus le droit de consulter et on a eu dans les données, les registres, 25% de surmortalité pendant le Covid. Donc on s'est dit, il ne faudrait pas que le fait qu'il n'y ait plus de cardiologues qui consultent, qu'il y ait des délais d'attente, que du coup les gens soient pénalisés parce qu'ils sont vus trop tardivement et ils vont arriver trop tard finalement pour avoir accès au cardiologue. Donc c'était l'idée de Luc Hazard, c'est de départ d'avoir des patients qui méritent vraiment de voir le cardiologue rapidement et qui ont des symptômes ou qui sont à très haut risque. Alors les locaux, c'est 3 salles de consultation, dont une salle qui a un échographe en permanence. Donc on fait systématiquement la consulte avec l'ECG, les paramètres et l'échographie. Et après, on peut éventuellement mettre des holters, faire l'éco-stress si on veut, parce qu'on a pu développer dans cette unité 3 salles d'éco-stress supplémentaires. On a une salle aussi pour les reveals et on a eu beaucoup de discussions sur la biologie délocalisée, mais en fait on ne l'a pas fait. Les biologistes de l'hôpital n'étaient pas toujours très favorables de multiplier les biologies délocalisées parce que avec l'accréditation, il faut que ce soit contrôlé, surveillé et finalement on fait le bilan sanguin en UCASAR, le tube descend rapidement et on a le résultat 3/4 d'heure après. Donc ça, voilà, avec une bonne qualité de mesure. Voilà. Mais ça, il y a des centres qui pourront avoir la biologie délocalisée. Alors Luc Hazard, c'est qu'il ne faut pas avoir de patients en lit, évidemment, pas de patients en brancard. Il faut quand même que ces patients soient autonomes. Et ça, c'est vraiment très important parce que sinon, ça va être un fourre-tout et on va être rapidement embolisé. Alors, quels patients? Le tri des patients est important. C'est des rendez-vous urgents, normalement sollicités par un médecin. Donc, il y a un premier tri. On ne fait pas du tout venant en UCASAR, même si on va le voir qu'il y a un peu de dérapage, mais on essaie de ne pas faire du tout venant. Donc, c'est les patients qui ont eu des symptômes, des syncopes, des malaises, des douleurs thoraciques. C'est demandé par un autre spécialiste quand ils ont besoin d'un avis cardiologique urgent, notamment pour la cardio-onco, parce qu'on a aussi des délais d'attente quelquefois pour l'écho. Donc, ils ont un cancer, ils veulent un avis cardio rapidement avant de débuter la chimio. Donc, on estime que ce sont des vraies urgences. Et puis, il y a les hôpitaux périphériques de notre GHT qui n'ont pas de cardiologue en permanence, où du coup, Luc Hazard leur permet d'être une aide. Le patient qui est évidemment passé aux urgences, c'était le patient même idéal. Et puis le dérapage actuel, c'est le sans rendez-vous qui font exploser les secrétaires où les patients se déplacent, je veux voir le cardiologue, mais c'est pas possible, il a eu des douleurs, j'ai plus de médecin traitant non plus. Nous, dans notre région, 25% des patients n'ont plus de médecin traitant. Donc c'est vrai que les patients sont totalement démunis. Et du coup, on a quelques patients finalement qui méritent pas forcément Luc Hazard, mais qui viennent. On a eu le certificat aussi pour le sport, des choses qui ne devraient pas passer par Luc Hazard, mais il peut y avoir un dérapage. Donc l'objectif de Luc Hazard, c'est de faire effectivement le diagnostic rapidement. Le patient peut sortir avec un diagnostic et un traitement, l'utilisation du plateau technique, et ça peut aller jusqu'à l'hospitalisation. Et ce qui nous paraît important dans Luc Hazard, c'est d'avoir accès au coroscanner de manière quotidienne. Donc on a eu la chance d'avoir eu un scanner, un 3e scanner, qui est dédié aux cardiologues et aux urgentistes.
50% pour les cardiologues, 50% pour les urgences. Les urgences fonctionnent avec la téléradio. Ça n'a pas concerné finalement les radiologues pour ce scanner. Et le coroscanner, c'est tous les matins, nous. Donc on fait 12 malades par jour à peu près, voire 13. Et on a une plage qui est dédiée pour Lucasart, réservée, qu'on peut prendre si vraiment on a besoin de faire le coroscan en urgence, parce qu'on ne va pas le mettre en coro d'emblée, parce que l'électro est normal, l'échographie est normale, mais on est un peu embêté quand même, car la douleur était assez suspecte. Alors, quelle équipe? C'est les PH ont mis chacun à une vague du Lucasart, les assistants, les docteurs juniors nous aident, les assistants PAE en cours d'équivalence, et on a la chance d'avoir effectivement pas mal de PAE, y compris des cardiologues formés dans leur pays, qui n'ont pas encore l'équivalence et qui nous aident pour Lucasart. Il faut du personnel dédié, IDE et AMA. Faire attention aux abus, parce que c'est une solution de facilité. Comme ça a été communiqué dans la presse locale, les patients ont tendance à appeler j'ai vu que dans la presse on peut avoir le cardiologue en 48 heures. Donc ça, même à la télé. Ou à la télé, parce qu'on est passé sur France 1. C'est une solution de facilité, et donc il faut quand même être prêt aussi parfois pour avoir des diagnostics un peu extra-cardiologie. Alors moi, tous les projets qu'on a mis en place à Chartres, on a toujours fait des analyses médico-économiques auparavant, en travaillant bien sur les recettes et les dépenses que vont nécessiter ce projet. Et si ce projet a été validé par la direction, c'est aussi parce qu'il est équilibré sur le plan économique. Et vous voyez, quand on refait le bilan, par exemple, là, de 2025, c'est sur septembre, moi, en tant que chef de pôle, on peut avoir les chiffres assez rapidement. On voit qu'on a des recettes de 5,5 millions d'euros, vous voyez, pour Lucasart, et on a des dépenses de 3,6 millions. Donc, globalement, on a un bénéfice de quasiment 2 millions, donc ce qui a validé notre projet initial. Et c'est vrai que comme j'ai toujours fait ça depuis une vingtaine d'années, on a une certaine crédibilité quand on fait un projet médico-soignant auprès de l'administration ou de l'ARS. Et donc là, je vais vous montrer, pour mettre en valeur nos infirmières et nos cadres, une petite vidéo qui dure 2 minutes, qui va vous présenter l'unité. Bonjour, je suis alors on n'a pas le son. Et je vais vous présenter le service Lucasart. On a un problème de son encore. Là, c'est bien. J'ai pas coupé pourtant. Bon. Je sais pas si elle est là, Marie, non? Elle est là? Elle est là. Tu veux commenter? Donc vous voyez, ça c'est le bureau de Lucasart, avec c'est un Vivi de 70. Elle vous présente l'unité qui est toute neuve, avec les postes d'écho qui sont en face, donc de l'écho d'effort ou de l'écho d'obus. Donc vous voyez que la proximité de ce plateau technique non invasif avec cette consultation non programmée est quand même assez facile. On est au même étage que l'unité ambulatoire. Donc si on a besoin de faire plus et de prendre le patient en hôpital de jour, on le fait aussi facilement. On a eu quand même des cas du Lucasart qui étaient des syndromes coronariens aigus qui étaient en train de devenir des ST+, donc on les a pris en urgence en coronarographie. On a eu des bilans de syncope où les malades étaient en BAV3, qui ont eu la pile le jour même. Donc on a quand même des vrais patients cardiologiques, et je pense que c'est quand même un concept qui rend service à la population, parce que face à la pénurie de cardiologues libéraux, à titre d'exemple, en 2024, on a eu 4 cardiologues libéraux qui avaient un peu à l'ancienne des grosses activités de patients, qui sont partis à la retraite, qui n'ont rien vendu et qui n'ont pas trouvé de successeur. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de patients qui se retrouvent et qui voyaient... Ah ben voilà. Et je vais vous présenter le service du Lucasart. Le secrétariat. Nous avons une salle de consultation du Lucasart. Avec un échographe et tout le matériel nécessaire. On compte 3 salles de consultation Lucasart dans le service. Voilà. Je vous montre une salle d'échographie. Nous en avons 3 dans lesquelles on réalise des tests d'ischémie, écho d'effort, échographie de sous-dobutamine, tilt test, examen que le patient qui vient en Lucasart peut avoir dans la journée. Il y a 3 salles d'échographie dans ce service.
Nous arrivons à la partie ambulatoire. Je vais vous montrer une chambre type. C'est des chambres où il n'y a que 4 lits, donc les autres, c'est des fauteuils. On a une capacité de 20 patients pour la journée qui viennent soit pour une coronarographie, de la rythmologie, du vasculaire périphérique, de l'HDJ diurétique et HTA. Voilà, je vous montre le poste de soin. C'est fini, non? Oui. C'est fini? Merci. Merci beaucoup. Comment tu enchaînes? Allez-y. Ok, merci beaucoup Franck. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle avant qu'on passe à la présentation de Simon, puisqu'on va devoir libérer Franck? Oui. 3 salles de consultation, 3 salles d'écho, ça fait 6, plus un coronarographiste, plus quelqu'un aux urgences. Ça fait du monde. Donc, parce que vous n'avez pas parlé d'équivalent temps plein. Hein. Et j'ai vu que dans l'analyse médico-économique, il y avait 67 000 euros de personnel médical, ce qui fait un demi-PH. En fait, on a une équipe médicale qui est assez forte, on va dire. On est un équivalent de 15 équivalents temps plein et on a en plus des PAE, etc. Donc on est une vingtaine en fait. Hein. Et donc dans le projet de Lucasart, on avait financé 2 postes d'assistants. Voilà. 70 000, c'est ça en fait. Votre volumétrie, Franck, elle est à combien? La volumétrie quotidienne, vous voyez quoi? Lucasart, actuellement, on fait à peu près 15 à 20 patients par jour. Ok. En non interventionnel? Non, je parle de Lucasart, je ne parle pas des plateaux techniques. Des consultations non programmées. 15 à 20 patients par jour en consultation non programmée. Ce qui est raisonnable. Merci Franck. Comment vous intégrez les consultations? Vous avez un plateau de consultation programmé à côté. Il est dimensionné comment? En fait, Lucasart, effectivement, c'est un pôle de consultation qui s'est créé donc en plus. Sinon, toutes les consultations externes nous se font au rez-de-chaussée dans un pôle de consultation multidisciplinaire où les cardiologues ont l'équivalent de 4 bureaux. En sachant que le cardiologue qui consulte, il consulte sur 2 bureaux en même temps, en fait, avec une aide-soignante. Comme ça, quand il voit un malade, elle installe le suivant, etc. Et effectivement, on occupe il y a 2 cardiologues qui consultent matin et après-midi sur 5 jours. Ça, c'était le pôle de consultation classique. Et ça, c'est le nouveau pôle Lucasart, où on a effectivement mis en place des cardiologues le matin. Alors, on a ouvert progressivement, d'abord uniquement le matin, et puis là, progressivement, on est à 9 demi-journées par semaine, quoi. Voilà. Et tu trouves pas qu'il y a une dispersion finalement des ressources, en particulier médicales, parce que du coup, ça vous fait 2 plateaux quand même de consultation ambulatoire. Ouais. Alors, nous, on avait fait le choix inverse. Nous, on a un bâtiment neuf. Par contre, l'hôpital de jour est mutualisé avec 15 spécialités médicales, mais on a un plateau de consultation Explo qui est, où on fait, finalement, on a une filière urgence ou semi-urgente via les urgences qui vient dans la semaine qui suit souvent. Mais parce que, évidemment, moi, je m'interroge comment transposer chez nous votre organisation. L'autre question, c'est quelle est la place de la téléexpertise dans éventuellement le recrutement de patients ou la communication avec les médecins, parce que je trouve que ça permet quand même de bien filtrer en amont la téléexpertise, éventuellement de faire la biologie en ambulatoire, en déporté, en amont.
Est-ce que vous l'avez inscrite dans votre programme? Oui, c'est une très bonne question. On a beaucoup développé aussi la téléexpertise. On travaille, nous, avec un outil qui s'appelle OmniDoc. Et du coup, quand le cardiologue est embêté pour un avis de téléexpertise, le patient va aller en UCASAR. Voilà. Donc c'est aussi une façon de recruter, on va dire, des patients symptomatiques via la téléexpertise. Et vous obligez pas. Il y a quand même des patients qui se présentent spontanément en UCASAR, en fait. Normalement, non. Ouais. Ils sont tous adressés par un médecin généraliste. Oui, ouais. Il y a un filtre. Sauf ceux qui n'ont pas de Non, généraliste. parce que sinon, Oui. on a des délais qui sont à 1 an, nous. Donc là, le but, c'est d'essayer de voir un tri un peu meilleur pour que le patient qui vient en UCASAR mérite d'être vu, si j'ose dire, parce que s'il ne vient pas, il peut avoir une complication de son événement cardiovasculaire. Voilà. Merci. Et juste une question de ma part. On voit que effectivement, ça nécessite une organisation bien rodée et avec un temps élargi d'accueil. Comment vous gérez du coup ce flux de patients pour pas vous retrouviez avec des patients d'arrivée tardive qui ne peuvent pas être pris en charge le jour même? Vous les reconvoquez? Actuellement, les délais de l'UCASAR, on n'est pas sur le jour même. On est à un délai d'UCASAR qui commence à s'allonger, qui est de l'ordre de 4 jours. Voilà. Nous, la prime, en fait, c'est que le patient de l'UCASAR, il devait être vu au départ dans les 48 à 72 heures. Parce que l'objectif, c'est que, voilà, c'est pas qu'il fasse une complication ou un infarctus parce on a un retard de prise en charge. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est un peu le problème, parce que c'est le risque de dérive qu'on pourrait avoir peut-être dans les mois qui viennent, parce que comme il y a de moins en moins de cardiologues de ville, du coup... d'avoir un système qui congestionne rapidement et qui rend plus tout à fait le service... La téléexpertise peut être un bon filtre. Ouais. Et je pense qu'on va rebondir sur la présentation suivante, mais on voit que toutes ces nouvelles modalités d'organisation, elles sont quand même très consommatrices de temps médical. Ouais. Et donc c'est vrai qu'il faut avoir des supports, je pense, pour aller voir nos directions et demander le nombre de TP suffisant. Et c'est ce dont Simon va nous parler maintenant. Voilà, super. J'ai beaucoup aimé la transition, bravo. Bravo, bien joué. Bon courage. Merci. Effectivement, comment on sort du... Le sort échappe. Voilà. Donc effectivement, c'est une question importante parce que la lutte des postes médicaux, c'est à l'époque où j'étais aussi bien chef de service que président de SAME, c'est le nerf de la guerre. Hein. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'activité. Et c'est les médecins qui font l'activité. On est un cercle... pas vertueux parce que vous allez me coûter cher, encore des dépenses, mais en fait c'est je rapport à l'activité. Et j'ai essayé de sortir de ce cercle-là et de ne pas imaginer uniquement le problème sur un côté financier en disant telle activité, tu crées des médecins. Je pense que ça c'est une évaluation qui est un peu trop malsaine. On ne peut pas uniquement raisonner uniquement à partir de pognon, mais il faut raisonner par rapport en termes de qualité des soins et en termes de fonctionnement normal d'un service de cardiologie. Alors là où je m'étais étonné, et vraiment je trouve que c'est un peu dommage que la spécialité ne s'est pas penchée sur le problème, toutes les spécialités ont un référentiel. Le CNP de médecine anesthésie vient de sortir un gros document d'une 80 pages sur l'évaluation des besoins pour faire fonctionner en ressources humaines un service aussi bien au bloc opératoire. La même chose aussi, la médecine de réanimation vient de sortir un papier, la Société française de réanimation de langue française, et toutes les spécialités, notamment les spécialités avec permanence de soins, ont un document référentiel de leur spécialité pour dire sur les ressources humaines en cardiologie. Donc ça a été une de mes tâches au niveau du livre blanc de cardiologie, d'évaluer, de faire un document sur l'évaluation des besoins en ressources humaines médicales en cardiologie hospitalière publique. Voilà. Donc là aussi, mon objet, c'est de faire un peu le service après-vente et maintenant de vendre ce document et de l'envoyer à toutes les équipes. Alors pourquoi ? Parce que toutes les spécialités, comme je l'ai dit, l'ont fait. Le CNP, anesthésie, médecine, réanimation, la Société française de réanimation. Deuxièmement aussi, parce qu'au début de l'année, il y a une loi qui a été votée par le Parlement. Maintenant, l'HAS travaille là-dessus et les décrets vont sortir bientôt. Ça a été voté par le Parlement.
où il y aura maintenant des ratios de personnel non médicaux. Je t'envoie le diaporama, c'est pas la peine, t'embête pas, prends des photos. Je t'enverrai le diaporama. Des référentiels en personnel médical, il devrait y avoir dans les années qui viennent, de façon progressive, un ratio bon, alors c'est vrai que pour les soins intensifs, c'est normé, mais pour tout le reste, les plateaux techniques et les services d'hospitalisation, c'est pas normé. Voilà. Et donc, nous, on est un peu trop bêtes. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, le nombre d'ETP médicaux, ça impacte directement la qualité des soins. C'est vrai que quand on est nombreux, on fait de la médecine de bonne qualité. Quand on n'est pas nombreux, quand on est au four au moulin, quand on passe de l'écho au Holter, du Holter à la Coro, on fait la visite et puis voilà, on fait des conneries. Hein. Donc, premier élément, premier objectif, c'est la qualité et la sécurité des soins. Deuxième objectif, c'est la qualité de vie du praticien. Quand vous n'êtes pas le burn-out du médecin, ça existe, hein, c'est une spécialité qui n'existait pas il y a... Enfin, c'était une maladie plutôt qui n'existait pas, mais maintenant ça existe. Voilà. Bon, en tout cas, quand tu es au four au moulin, quand tu as des complications, tu les vis très mal. Et puis bon, ça c'est clair que quand vous êtes suffisamment nombreux dans un service, le service il est attractif et vous pouvez attirer des praticiens. Alors, deuxième élément, c'est qu'effectivement, il y a des évolutions sociétales. Hein. Il y a le travail, il y a des trucs contradictoires. Travailler plus pour gagner plus. Il y a aussi maintenant la génération Z qui dit « travaillez moins pour vivre mieux ». Voilà, il y a un objectif de qualité des soins. Il y a les gens qui veulent travailler en 4 jours. Maintenant, il y a beaucoup de médecins. Il y a beaucoup d'endroits qui disent la semaine de 4 jours. Voilà. Donc, deuxièmement, c'est le suivi du travail médical. C'est un impératif. Ça a été le biais maintenant du RTT et des comptes épargne-temps. Avant, moi, j'ai connu l'époque où on travaillait, où on se débrouillait. Le temps de travail, on ne comptait pas. Les directeurs, maintenant, ils veulent des tableaux services parce qu'ils veulent justifier les comptes épargne-temps et les valoriser. Donc maintenant, c'est un impératif de transparence. Et effectivement, maintenant, les directeurs, ils ont tendance à raboter. Il y a des problèmes de budget. Ils ont tendance à raboter quand ils peuvent la masse salariale, je gèle ton poste, etc. Donc, voilà. Donc, c'était un peu les besoins. Alors, les outils, chef de service. Bon, il crie fort, hein, ça c'est une technique, il crie, il va voir le directeur, ce qu'on appelle les visiteurs du soir, hein, ça c'est tous les chefs de service, en cachette, ils ne passent pas par les instances, on appelle les visiteurs du soir. Alors on joue la diva, attention, retenez-moi, je ne suis pas dans le privé. Tu t'appuies sur les appuis historiques, alors c'est passe-moi la rhubarbe, je te passe le séné, je t'appuie sur ton poste, mais tu m'appuies sur mon poste, hein, voilà. Donc tout ça, promettre des recettes exceptionnelles, tout ça, je pense que c'est une structure qui est malsaine. Je pense que la spécialité a besoin d'un outil de travail, un référentiel basé sur des critères de qualité des soins indépendamment de tout problème financier. Voilà. Et donc, moi, c'est le rôle d'une instance professionnelle comme le Collège national de cardiologie d'élaborer cet outil. Alors, c'est pas ce que ça ne doit pas être, c'est un outil de productivité du service. Il ne faut pas qu'on dise, moi je ne suis pas rentré dans les détails en disant une vacation d'écho, c'est 10 examens, un écho c'est tant. Je n'ai pas voulu rentrer dans ces considérations financières. Ce qui doit être, c'est de permettre aux équipes qui sont sous-dotées de justifier des demandes de poste et éventuellement pour les équipes qui sont normalement dotées, d'éviter de se les faire raboter. Voilà. Alors ça a été compliqué. Hein. Moi j'ai été aidé de Stéphane Andrieux, d'Avignon, et j'ai été aidé également du cabinet à qui on a travaillé sur le livre blanc du CNCH. C'est compliqué parce que la cardiologie, elle a plusieurs secteurs. Elle a les soins intensifs, elle a l'hospitalisation traditionnelle, elle a les plateaux techniques, alors que les autres spécialités n'ont pas tout ça. Donc élaborer des référentiels en temps médical, ça n'a pas été simple. Deuxième écueil, ça a été la place des internes. Alors les internes, c'est clair, ils nous aident à faire fonctionner le service. On n'aurait pas les internes, on serait plus embêtés. Alors, par contre, les doyens vous disent « Ah ben non, les internes, ils sont là pour apprendre leur métier, ils ne sont pas là pour faire fonctionner le service. » Et donc, c'est un peu un dialogue de faux cul. Moi, j'ai joué le jeu, on a joué le jeu intermédiaire en disant « Les internes, quand ils sont sur les plateaux techniques, notamment les internes de cardio, ils ne comptent pas parce qu'on ne donne pas un écho, il ne fait pas un écho tout seul, il ne fait pas une choro tout seul. Donc là, ils sont là pour apprendre les métiers. Et quand ils sont sur des spécialités cliniques, on l'a considéré, on a fait un benchmark, on a fait des enquêtes, que grosso modo, ça diminue de 50% le temps médical. Voilà, donc on a dit, bon, c'est empirique, hein, ça s'est basé sur... voilà. Après, on a inclus le temps de travail institutionnel, et ça, c'était nouveau, enfin, c'est nouveau, c'est relativement nouveau. On a une demi-journée
par semaine avec les décrets de temps de travail individuel. On doit se consacrer à l'élaboration des comptes rendus. On a inclus les variations saisonnières parce qu'on n'a pas la même intensité de travail quand on est en semaine normale, en semaine dégradée et puis pendant les vacances. Il y a un critère, c'est qu'on n'est pas au four et au moulin, donc on n'a pas voulu inclure tu passes de l'Holter et tu lis un Holter entre deux échos. L'hospitalisation traditionnelle, ça a été une difficulté parce qu'il n'y a pas de critère simple. Combien il faut de médecins, un pour 10 lits, un pour 12 lits, un pour 15 lits. Et puis on inclut le temps de recherche, le temps de management et la participation aux commissions. Voilà. Donc, les activités dans les services de cardio, l'USI, l'hospitalisation traditionnelle, les USC quand à l'époque ça existait, l'hôpital de jour, les consultations internes, les consultations externes, l'imagerie cardiaque, la cardiologie interventionnelle, la rythmologie interventionnelle, la rythmologie non interventionnelle. Donc on a inclus tout ça, on a mouliné tout ça, on a considéré que les plateaux techniques interventionnels, l'imagerie cardiaque et les consultations externes, de toute façon, il n'y a pas de négociation, c'est une demi-journée de travail. Un poste de déco, c'est 10 demi-journées de travail dans la semaine. Voilà, ça c'est clair. Si on veut faire fonctionner un poste de déco, c'est 10 demi-journées. On n'est pas rentré dans le détail en disant combien d'éco il faut faire par consultation. Ce n'était pas l'objectif de ce travail. L'imagerie, la même chose, la consultation, tu fais une consultation, tu ne fais pas des haltères entre deux consultations. Le plateau technique interventionnel, une salle de choro, c'est 10 demi-journées par semaine. Voilà. Là, pour les internes, on a considéré que les internes, dans les temps cliniques, aux soins intensifs comme en hospitalisation traditionnelle, bon, ça diminue de 50% le temps de travail du PH. Et on a considéré que tous les PH faisaient pour les déplacements du temps de travail additionnel. Ils ne prenaient pas de la récupération parce que c'était trop compliqué et ils se faisaient payer comme temps de travail additionnel. On a considéré qu'il y avait 3 types de semaines, les semaines standards, habituelles, les semaines avec les vacances scolaires sans fermeture de lit. On est en vacances scolaires, mais par contre, effectivement, là, on n'a pas 4 postes d'écho ou 5 postes d'écho, on a 3 postes d'écho. On a moins de consultations. On n'a pas, si on est 15 cardiologues dans le service, on n'a pas 15 consultations en dehors pendant les vacances scolaires, il y en a 10. Voilà. Et après, on a considéré les semaines de vacances scolaires avec fermeture de lit. Et là, effectivement, quand on ferme des lits, il y a une activité qui diminue. Voilà. Alors, sachant que les vacances scolaires, c'est variable d'une région à l'autre. Quand on est en Bretagne, en Pays de Loire, ou sur les bords sur la côte atlantique ou en Méditerranée, les vacances scolaires, c'est peut-être... Voilà, donc on a considéré qu'il y avait 3 types de vacances, 3 types d'intensité d'activité. Après, on a intégré tout ça, on a mis les obligations réglementaires et les caractéristiques légales du temps de travail pour les PH, des hypothèses organisationnelles, des hypothèses liées, on a intégré un coefficient d'un taux d'absentéisme, ça c'est données nationales, il y a 3% d'absentéisme au niveau des médecins, c'est nettement moins que les autres personnels. Et grosso modo, les autres personnels non médicaux, c'est 8 à 9%, voire plus. Les médecins, c'est 3%. Les caractéristiques du service et des hypothèses relatives à des ratios. Et après, si on peut switcher un peu, est-ce qu'on peut switcher, s'il vous plaît, à la régie sur mon... Voilà. Et tout ça, ça rentre dans un tableur Excel. Voilà. Et vous êtes dans votre service, vous mettez le nom de votre service, ici. Et ici, vous avez 3 types de semaines. Vous mettez le nombre de lits. Bon, ça, c'était Montfermeil. Ça, c'était 12 lits d'USI. En semaine, en vacances scolaires, sans fermeture de lit, c'est 12 lits d'USI. Et puis, quand on est en vacances, en grandes vacances, nous, on ferme les lits pendant les grandes vacances. On passe de 12 lits à 8 lits. Et voilà. Et donc, vous mettez ici le nombre de lits que vous avez. Le nombre d'hospitalisations en lit ouvert, en lit d'hôpital de jour. En lit d'USC, nous, on n'avait pas d'USC. Le nombre de demi-journées liées à la rythmologie non invasive, c'est grosso modo, c'est les contrôles de stimulateur cardiaque et les holters, ce qu'on appelle la rythmologie non invasive. Combien là? Bon, ils en faisaient un peu plus. Moi, j'ai mis 4, mais c'est pas le bon chiffre. De demi-journées de consultation, de contrôle de stimulateur cardiaque. Le nombre lié à l'imagerie, là, c'est le nombre de postes d'écho. Il y avait 4 postes d'écho, donc c'est 40 demi-journées par semaine, plus les vacations qu'on avait pour les IRM, pour les scanners coronaires.
Voilà, on avait 4 vacations en radiologie. Et comme on ferme des lits, on ferme des postes d'écho, il y a moins de médecins pendant les vacances scolaires sans fermeture de lit. Et là, avec fermeture de lit et vacances scolaires, on passait à 2 postes d'écho sur 4. Voilà. Sur la cardiologie interventionnelle, c'est 10, 10 et 10. On a considéré que même si l'activité était plus faible, il fallait de toute façon un médecin dans un plateau technique. Il ne pouvait pas faire de la consultation, puis s'il y avait une urgence, arrêter sa consultation et aller en choro. La même chose pour l'arythmologie, le nombre de consultations externes, tu le mets toi-même, le nombre de consultations externes. Enfin, je peux le remplir si vous voulez là, je l'ai mis parce qu'il est pré-rempli, mais on peut le faire service par service. Et puis ici, le nombre, alors il faut qu'il y ait absolument 52 semaines, le nombre de semaines standard, le nombre de semaines avec fermeture de vacances scolaires, et puis le nombre avec fermeture de lit. Voilà. Et là, on mettait le nombre d'internes. Une fois que vous avez rempli ces critères-là, vous allez sur les résultats. Voilà. Et là, c'est dans le monde idéal. Oui, on n'a pas de problème de pognon, on n'a pas de problème de démographie médicale. Vous avez ici le nombre de TP que vous devez avoir, ici. Par contre, le nombre de TP avec la formation, parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde ne prend pas les 15 jours de formation sur lesquels on a droit. 15 jours, c'est 3 semaines de... Voilà, tout le monde ne prend pas, mais on l'a dit, dans le monde idéal, tout le monde prend sa formation, on rajoute ça. Et ici, si tout le monde prend ses RTT, ce que tout le monde ne prend pas, parce qu'effectivement, tout le monde ne prend pas ses RTT, souvent ça va dans les comptes épargne-temps, et tout le monde ne prend pas ses congés de formation. Et là, si dans le monde idéal, où il n'y a pas de problème d'aménurie médicale, théoriquement, on devrait être à 21 ETP. Voilà. Donc c'était, et puis avec le travail de chez Avignon, ils sont en temps continu. Ça, c'est si jamais quand on est en temps continu. Voilà. Donc si je peux repasser sur mon outil là-dessus. Oui, il y avait une ligne de garde. Oui. Il y a une ligne pour la garde. Voilà, là c'est le... Bon, c'est en plus grand parce que là, tout à l'heure, c'était les référentiels, ce qu'on a mis. Voilà. Pour l'USI, c'est 14 demi-journées. C'est 7 jours hors garde. Donc c'est 7 jours, il faut qu'il y ait un senior, 14 demi-journées par semaine. Là, un poste d'écho, c'est une demi-journée par semaine, ou un poste d'imagerie. Voilà, la consultation, la durée d'une garde, c'est 2 demi-journées par semaine. Malheureusement, c'est pas trop demi-journées. Enfin, pour l'instant, certains, ça dépend où, mais règlement partant, voilà, on a pris le côté règlement. Le nombre de jours fériés, le nombre de congés annuels, le taux d'absentéisme pour les médecins en France, c'est 2,8%. Voilà. On a rajouté une demi-journée de poste moyen et non posté par... On a rajouté pour le chef de service une demi-journée supplémentaire. Et ça, c'est pas réglementaire. Voilà. Autant le chef de service, il n'y a rien de dédié. C'est pas réglementaire. Il n'y a rien de réglementaire pour les chefs de service à ma connaissance, à moins que ça a évolué depuis. Voilà. Voilà, bon là, j'ai fait une copie d'écran parce que je n'étais pas certain d'arriver à... Ah, voilà. Donc, zut. Voilà, donc... Zut, oulala. Bon, comment je peux aller à la dernière diapositive parce que j'ai été un peu vite sur ma conclusion. Voilà, je l'ai par là. Voilà. L'existence d'un référentiel médical, à mon avis, c'est un outil indispensable pour nos services. Il permet de justifier les postes médicaux, il permet de garantir, en tout cas, la qualité ou de permettre la qualité et la sécurité des soins, et il permet d'assurer la qualité de vie au travail des PH. Voilà. Donc moi, j'ai un adage, la qualité de vie du médecin, c'est la sécurité du patient, c'est la qualité des soins. Voilà. Merci. Et juste une question, parce qu'on n'est pas en avance. Merci Simon. Alors, c'est un sujet que je connais très très bien, et je connais très bien en tant que vice-président de CME et de PCME. C'est que, en fait, quand vous discutez avec un directeur, lui, il aimerait bien savoir ce qu'on fait dans nos services, et en fait, ils n'ont qu'une vision acte, et ils ne se rendent pas compte de quel poste on occupe au quotidien. On peut avoir 7 appareils d'écho dans un service, mais effectivement, si ils sont occupés que 5 demi-journées par semaine, c'est pas rentable et on perd de l'argent. Donc là, il faut
Il faut vraiment être hyper vigilant là-dessus. C'est pas le trop de médecins dans un service qui fait perdre de l'argent, c'est des médecins qui sont mal organisés. Donc moi, en tant que vice-président de SAME, j'ai découvert qu'il y avait des effectifs théoriques dans les services. Et j'ai demandé à mon directeur, mais ils sont théoriques de quoi ? En fait, c'est des effectifs historiques, mais ils ne sont pas théoriques de rien du tout, puisqu'ils ne sont calculés que sur aucune activité. Ils n'ont jamais tenu compte de l'évolution de l'activité de nos centres qui a explosé. Donc j'ai dit, déjà, vos effectifs théoriques, vous allez m'expliquer comment ils sont calculés, et on va les reprendre à zéro. Donc là, on a 50 services. Avec les chefs de pôle, on a décidé de faire toutes les maquettes, enfin tout ce travail, mais pour tous les services. Et on remet à zéro, on voit. Alors effectivement, on se rend compte que ça peut être inflationniste, mais pas toujours. Il y a des services qui sont à leur effectif quand on fait ce travail. Par contre, d'autres services sont clairement pas à la cible, donc ils génèrent du TTA, et ils ont des difficultés. Et en termes de QVT, c'est très difficile avec des équipes. Des fois, on voit des équipes. Tantôt, on a 3 départs d'un coup parce qu'on a des praticiens qui sont en burn-out et qui sont en difficulté, et c'est contre-attractif. Donc, ton topo, je pense que c'est surtout pour les chefs de service, je pense, mais il faut que tout le monde ait conscience de l'importance de savoir de savoir communiquer vraiment le besoin en temps médical dans un service, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même l'offre de soins. On a des difficultés en plus avec la ville. L'offre de ville qui diminue. Donc moi j'encourage tout le monde à vraiment faire cette démarche. Et derrière, moi j'ai réussi à obtenir une délégation au pôle des recrutements. Donc c'est-à-dire qu'en fonction de la maquette du service, le recrutement, c'est le chef de pôle qui peut le décider. Mais encore faut-il qu'on soit mis d'accord en amont avec l'effectif cible du service. Et donc l'effectif cible, en fait, chaque service propose son résultat. Ils sont analysés par des membres du directoire, du bureau de CME et le chef de pôle du service. On se dit, ce service-là, le chef de service, il est délirant, il demande 5 postes en plus, ça n'a aucun sens vu l'activité qui est réalisée. Donc on ajuste en fait l'effectif théorique du service en fonction de ce tableau-là. Et moi j'ai une directrice maintenant qui dit, ok banco, donc la néphro, ils étaient à 12 ETP, l'effectif théorique c'est effectivement 14, donc s'il y a 2 recrutements potentiels, je valide que les 2 recrutements peuvent être faits demain. Et ça change complètement la dynamique, parce qu'une fois que dans un service, vous affichez un effectif théorique qui n'est plus celui qui est, mais un effectif cible, même si on n'est pas à la cible, qui est potentiellement de plus 2 ou plus 3, quand vous avez un recrutement qui arrive, qui sait que potentiellement il y aura d'autres recrutements derrière et que tout le monde a pris conscience du besoin du service, il va être plus motivé de venir s'installer que si on lui dit, écoute, t'es le 8e du service, mais de toute façon, il n'y aura jamais 12 PH parce qu'il y a hors de question qu'on recrute plus, quoi. Et donc, ça sécurise et ça rassure en fait les candidats. Je pense que c'est vraiment une voie. On a trop longtemps ignoré ce sujet et c'est un sujet qui est fondamental. Ouais. En plus, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est un document de la spécialité. Quand tu es le chef de service, on te dit, ouais, mais tu as trafiqué ton tableau, etc. Ce soit que la spécialité, alors bon, moi j'espère que j'aurai le présenter à la Société de cardio ou au CNP de cardio, qu'il soit validé avec un label de la spécialité. Alors malheureusement, il a été un peu noyé, ce document a été un peu noyé dans le livre blanc. Bon, maintenant, je vais faire le service après-vente pendant l'année qui vient pour, je vais en faire une newsletter, on va le remettre un peu plus en valeur sur le site internet et voilà, qui servent aux chefs de service, aux chefs de pôle, en disant, c'est pas moi, je fais un copier-coller. D'ailleurs, je me suis inspiré de la méthodologie de la NAP. Je ne l'ai pas dit, je me suis inspiré de la... Mais si j'avais pris toute la méthodologie de la NAP, on aurait encore plus d'OTP parce que la NAP dit les internes, ils ne comptent pas. Moi, je me suis dit après, parce que quand j'ai mis sans internes, au début, j'ai fait sans internes. Donc, on avait des 25 ou des 30 ETP. J'ai dit, on va passer pour des rigolos. À 0,5. Mais en coraux aussi, quand ils sont en coraux, on considère que, on a dit, soit quand ils sont en musique ou en salle. Voilà, on dit, ils comptent, les internes comptent pour la moitié du temps de travail de... D'accord, ok. Voilà, mais alors c'est vrai que dans le truc, il y a ce qui est réglementaire, et puis il y a des situations locales, c'était dur de faire, ça a été toute la problématique. Les médecins diplômes étrangers, c'est la même chose, c'est des cardiologues, mais ils sont avec des statuts de fellow. Voilà, donc
On les a pas trop comptés. Et puis d'une spécialité à l'autre, c'est très différent aussi, parce qu'effectivement, tu as un fellow de cardio interventionnel qui n'est pas encore formé, où là, il va être très dépendant à du mentoring. Et dans d'autres spécialités de médecine, sans acte technique, il va tout de suite être beaucoup plus utile au service. Donc c'est très service dépendant, en fait, très spécialité dépendante. Mais c'est tout le problème de la cardio, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Je pense qu'avant que tout le monde parte à la soirée à côté, on va passer à la présentation suivante. Pour, On a d'abord le docteur Durand, ouais. avant ta présentation, qui va nous parler de cardiologie interventionnelle ambulatoire. Privilège de l'expérience. On gardera la dynamisme pour la fin. Voilà, donc je vais vous parler du développement de la cardiologie interventionnelle ambulatoire, quelques généralités au d'abord, et puis ensuite je reviendrai sur l'évolution dans le service. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre de vous montrer comment il faut faire, mais c'est une expérience dont on peut s'inspirer, je pense, qui est pas mal, surtout dans des locaux assez contraints sur Paris. Donc depuis le début, on fait de la cardiologie interventionnelle en hospitalisation complète. L'évolution des techniques, ça a permis de développer l'ambulatoire, notamment la voie radiale, et puis la sécurité des matériels. L'objectif, c'est une efficience budgétaire, c'est d'augmenter la capacité d'accueil de votre hospitalisation conventionnelle, c'est lui donner un peu d'air, et puis d'améliorer, bien évidemment, et c'est quand même le plus important, le service rendu aux patients. Donc c'est la prise en charge diagnostique et ou thérapeutique, avec entrée-sortie le même jour de l'établissement sous surveillance structurée, bien protocolisée. Pour quelles raisons? Donc, il y a des facteurs médicaux, donc on l'a dit, c'est le développement de la voie radiale, sinon fermeture percutanée pour les abords fémoraux, et puis bien entendu la sécurité des procédures avec l'évolution des matériels. Un petit rappel sur la radiale qui a surclassé largement la fémorale pour les complications, c'est connu depuis plus de 20 ans, si on voit toutes les études qui sont présentées là. Des facteurs organisationnels, ça permet de dégager donc des capacités d'hospitalisation pour des pathologies qui vont nécessiter une hospitalisation conventionnelle, syndrome coronarien aigu, insuffisance cardiaque, troubles du rythme, des choses qui nécessitent vraiment une hospitalisation. Enfin, il y a une optimisation budgétaire, bien évidemment, avec une pression de la direction, puisque depuis 2017-2018, c'est le même paiement pour la structure, pour une coronarographie et ou une angioplastie programmée, que le patient reste 0, 1 ou 2 nuits. Donc pour la direction générale et surtout la direction financière, le débat est vite clos et on vous demande très vite de garder les patients le moins longtemps possible dans la limite du médicalement raisonnable, bien sûr. Ça va permettre d'optimiser le fonctionnement de l'unité de cardiologie interventionnelle. Et puis bon, évidemment, il y a une volonté politique et des instances depuis fort longtemps d'un développement majeur de l'ambulatoire. Les facteurs patients, c'est plus facile à faire adopter par les patients, plus facile de leur proposer une coronarographie ambulatoire qu'une coronarographie avec hospitalisation. Il suffit de consulter, ça se passe toujours beaucoup mieux, plus de confort pour le patient. Un risque nosocomial qui est quand même bien diminué. On l'a testé en période de pandémie. Vous pouvez faire de l'ambulatoire en pandémie en espaçant un peu les patients. Ça permet quand même de traiter des patients. C'est quand même vraiment pas mal parce que les mettre dans un service de cardio en pleine épidémie de Covid, c'était un petit peu compliqué. La satisfaction est bien entendu beaucoup plus importante qu'en hospitalisation complète. Donc, critères de sélection des patients qui sont simples, ces patients stables, angioplastie simple programmée, à bord plutôt radial, patient autonome, mais ça c'est adapté selon chaque établissement. Présence d'un accompagnant pour le retour, critères d'exclusion, toutes les situations instables, les grosses comorbidités, et puis les patients très très éloignés de l'hôpital. Avant la procédure, bien sûr, une consultation de cardiologie, mais ça peut aussi être un autre spécialiste. Il ne faut pas fermer la porte au cas par cas. On a quand même de moins en moins de médecins, donc on ne va pas fermer la porte à tout le monde, notamment pour la médecine interne, la médecine vasculaire ou la chirurgie vasculaire. L'information, elle est faite sur place le jour de l'examen. On projette un film éducatif de type Meduvip, ce qui est vraiment pas mal fait. Ça détend pas mal les patients. Bilan bio récent, l'ordonnance très importante, ne pas l'oublier quand les patients arrivent. Et le plus important pour la structuration de l'activité le lendemain, c'est l'appel à J-1. Tous les patients par l'infirmier ou l'infirmière, lorsque le programme est bouclé, ça permet de préciser l'heure du patient, ça permet de préciser l'heure de l'examen.
Ça fluidifie l'arrivée des patients, ça leur permet d'avoir une prise en charge plus rapide lorsqu'ils arrivent, et surtout ça répartit la charge de travail pour les infirmiers sur l'HDJ, parce que c'est extrêmement stressant pour eux. S'il y a 15 patients qui arrivent en même temps, c'est absolument ingérable, et l'objectif c'est quand même d'avoir des patients prêts très tôt le matin pour pouvoir avancer dans le planning. Donc les patients, on les fait le plus tôt possible dans la journée, avant les patients d'hospitalisation, bien entendu, sauf urgence, toujours à bord évidemment radial, préférentiel. Une sédation anesthésique est possible. Je rappelle qu'on peut utiliser, que les cardiologues sont tout à fait en droit d'utiliser notamment de l'hypnovel sans aucun problème. Donc on peut sédater ces patients si on a besoin. Fermeture de la voie radiale, bien entendu. Après la procédure surveillance, la surveillance est protocolisée. Nous, on surveille les patients 2 à 3 heures après Coro, 4 à 6 heures après angioplastie. C'est variable, c'est selon le type de voie d'abord. Si c'est de la radiale distale, on peut descendre à 1h30 pour une coronarographie. On leur donne à manger 15 à 30 minutes après la procédure, sauf évidemment s'ils ont été sédatés ou, a fortiori, s'ils ont été fortement sédatés. Lever 30 minutes après Coro, 60 minutes après angioplastie. C'est assez arbitraire, mais ça paraît assez raisonnable en pratique avec pas mal de recul. Le patient sera ensuite dirigé vers le box fauteuil. Vous verrez, après je vais vous mettre des photos. Vous verrez un petit peu comment ça se présente. Donc avant la sortie, checklist pour la sortie du patient, validation de la sortie par le patient qui a réalisé l'examen, avec une présence physique. Contact avec l'accompagnant et la famille si besoin. On a un petit bureau pour discuter avec la famille s'il y a des choses à discuter, des décisions difficiles, une orientation vers des pontages. On remet les documents, l'ordonnance bien entendu si nécessaire, et puis très important bien évidemment le ou les numéros d'urgence du service s'il se passait quelque chose la nuit. En pratique c'est très rare, mais ça peut quand même arriver. Après la sortie à J+1, appel obligatoire par un IDE de l'hôpital de jour pour savoir si tout va bien, notamment c'est les complications au point de ponction. Et on n'hésite pas à proposer aux patients de revenir s'ils ont un doute, si c'est vraiment très douloureux, s'ils ont un hématome possiblement évolutif, de venir leur montrer ça dans la journée même. On se débrouille pour avoir un écho-doppler, les collègues sont au courant, on fait un écho-doppler et généralement, dans 90% des cas, les patients repartent rassurés sans souci ou avec une petite ordonnance dentalgique, c'est tout. Voilà, le rendez-vous cardiologique, c'est selon les habitudes du centre. Nous, c'est 1-2 mois après, s'il y a une angioplastie. Pour le reste, c'est un suivi habituel. Alors, en pratique, comment ça s'est passé chez nous en 2017-2018, le directeur général est venu nous voir. Il nous a dit, bon, les gars, la rémunération pour l'hôpital, c'est la même que vos patients restent 0, 1 ou 2 nuits. Voilà, on va ouvrir un hôpital de jour. Vous avez 6 mois pour le faire. Donc on a ouvert un hôpital de jour, 5 postes au départ, une salle de Coro. On est passé ensuite en 2020 à 12 postes d'HDJ avec une deuxième salle de coronarographie. On s'est battu pour maintenir l'hôpital de jour attenant au service de cardiologie interventionnelle, au plateau technique. Pour des raisons de proximité, ça permet d'aller voir très très vite les patients. Si on a des problèmes à régler, c'est extrêmement pratique. Et puis le brancardage est évidemment grandement facilité. Vous voyez comment ça se présente, ça fait 520 mètres carrés, c'est vraiment pas grand, donc ça on l'avait ouvert en 2012, 4 salles, une salle de radiovasculaire, une salle de rythmo, 2 salles de Coro, l'hôpital de jour qui est au milieu, qui fait tout au plus 150 à 200 mètres carrés, grand maximum. Ça c'était, toute cette zone-là en fait est un couloir entre 2 galeries, qu'on a récupéré, qu'on a fermé, qu'on a transformé en partie en hôpital de jour. On a une petite zone tampon au milieu de 6 postes qui nous permet de surveiller les patients pour des sédations très légères, ou en tout cas, c'est une zone d'attente. On a les réserves sur place, un petit bureau pour consulter, pour voir la famille. Les patients arrivent ici, accueillis par la secrétaire, ici, ils vont se changer là, et ils passent ensuite, ils rentrent en HDJ. Ils sont accueillis ici sur les postes où ils sont techniqués. Et puis, une fois que l'examen est fait, ils vont passer dans les espaces repos. Contrat de technique, donc, je vous disais, à peu près 500 mètres carrés. Donc, c'est vraiment pas grand. Les 2 salles de Coro, une J, une Philips. Vous voyez, ça, c'est la zone tampon du milieu. Avec vraiment, voilà, ça, c'est, vous avez la vue de l'autre côté des brancards. Voilà, les 2 salles de Coro sont là. Donc, c'est vraiment, on est à 10 mètres, à peine. Ça, c'est les fauteuils d'accueil, où les patients sont techniqués. Vous avez le fameux couloir avec nos box de surveillance post-interventionnelle, juste avant que les patients sortent. On a fait des petits box sympas, c'est vraiment tellement minuscule qu'on a probablement un des
plus petits HDJ du monde. Voilà. Je ne sais pas si on doit en être fier. En tout cas, les patients en sont contents. On a mis des fauteuils. Ouais, on leur a mis une petite télé avec un casque Bluetooth, un petit coin, ça fait un petit peu cosy. On a vraiment fait le maximum de ce qu'on pouvait faire. On est au sous-sol, sous les piliers de la chapelle, hein, avec des murs porteurs, il y a des triples IP. La chapelle, ça va. Voilà, on est sous de bons auspices, mais bon, voilà, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, l'espace est très contraint. Le secrétariat est sur site, très pratique. Il est au bout du couloir, hein. Le secrétariat sur la photo de gauche, la porte que vous voyez au fond, c'est la porte de secrétariat. Donc ça va vraiment, ça simplifie bien les choses. On a la salle de surveillance post-interventionnelle qui est attenante. Donc si les malades ont une anesthésie générale, en tout cas une sédation profonde, c'est juste à côté. La réanimation médicale aussi est attenante, donc c'est une grosse sécurité. Et puis on a l'avantage, et ça on l'avait demandé quand on a installé le site en 2012, d'avoir un anesthésiste et un IAT sur site, et a fortiori puisqu'il y a de la rythmologie interventionnelle et pas mal de vasculaire très lourd. Pour nous, c'est surtout en cardio interventionnel, c'est surtout de la sédation. Alors comment ça fonctionne sur le plan personnel? On a pas mal affiné les choses, on a vraiment essayé d'optimiser au maximum parce que le personnel, c'est une denrée rare. Il faut savoir que les IDE qu'on prend en hôpital de jour, ils tiennent rarement plus de 2-3 ans. C'est extrêmement stressant, ça va très très vite. C'est vraiment quelque chose qui est fatigant et qui est très très répétitif. Donc ce qu'on essaye de proposer aux gens, le contrat, c'est on vous prend 1 an, 2 ans, 3 ans sur l'hôpital de jour et après vous passez comme un infirmier ou infirmière de choro. Comme ça leur fait une perspective d'évolution. Ça leur permet de venir voir entre deux, parce que c'est un boulot qui est quand même fatigant, qui est quand même stressant. Alors, l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas de nuit, ils n'ont pas de week-end, mais quand ils sont là, ça envoie quand même, ça envoie du lourd. Hein. Alors, en fait, il y a une infirmière donc de 7h30 à 15h30, une deuxième qui arrive qui fait 11h, 19h. Ouais, on n'est pas submergé par les effectifs IDE, hein, une aide-soignante de 8h30 à 16h30. Le brancardage est intégré, ça on l'avait exigé au départ sur le plateau, 3 brancardiers intégrés, donc ça sert surtout pour désinstaller les patients, puisque pour l'installation, les patients sont principalement, ils déambulent en fait dans le service, on est à 10 mètres, donc ils marchent. On les fait participer à leur prise en charge. Le cadre est mutualisé avec le plateau technique. L'objectif, c'est 2 patients prêts pour 8 heures, ce qui est plus difficile à avoir. En fait, on se rend compte que souvent, ça dérape vers le 8h15, 8h30. Donc, on prend déjà 15-30 minutes de retard dès le matin. Mais bon, on essaye en tout cas de démarrer le plus tôt possible. Dernière sortie à 19h. Donc, on est en train de réfléchir à élargir ces horaires le soir parce qu'on se rend compte qu'il y a des patients qui sortent un petit peu plus qu'à 19h et qu'on a un petit problème de surveillance après. Le fonctionnement pour les médecins, 4 opérateurs principaux, 4 opérateurs sur des vacations, essentiellement des demi-journées. Chaque opérateur va s'occuper de ses patients, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assistant, pas d'interne qui gère les patients. On a optimisé au maximum, accueil et sortie par opérateur, compte rendu d'examen, etc. d'hospitalisation, c'est fait en hôpital de jour et c'est fait par l'opérateur lui-même sous forme de dictée numérique, hein, tout simplement. Un bon ordinateur, un bon logiciel, ça va très très vite. Les objectifs en 2018, donc c'est en concertation, enfin c'est une concertation un petit peu, on va pas dire avec un revolver sur la tempe, mais on en était quand même pas loin. C'était réalisé en ambulatoire à la première année, 50% des coraux, 30% des angioplasties programmées. Le bilan, en fait, au terme de la première année, on a fait 70% des coraux et 50% des angioplastiques. Donc le directeur était content, il nous a dit on ne va pas s'arrêter là, donc vous allez continuer. Et puis on se rend compte qu'actuellement, on a réussi à glisser vers 85 à 90% des coraux, hors évidemment, hors malade instable, hors syndrome coronarien aigu. Donc en ambulatoire, à peu près 70% des angioplasties programmées. On a développé autre chose, c'est l'accueil en hôpital de jour des gens qui ont une procédure programmée mais qui vont passer une nuit pour fluidifier, pour éviter de bloquer un lit dans le service, parce qu'on a un gros SAU à la porte, donc il nous faut des lits, voilà, où on met tous les patients, il n'y a pas forcément que des malades de cardio. Donc pour fluidifier tout ça, on prend les malades en HDJ le matin, généralement vers 11h midi, angioplastie l'après-midi, et après le patient est transféré dans son unité d'hospitalisation complète. Après la procédure, il sortira le lendemain matin.
Quelques chiffres, vous voyez que bon, on part d'assez bas, hein, 1500 coraux, 700 dilates, et puis on arrive en 2025, on a déjà dépassé les chiffres de 2024, on va terminer à peu près à 1200 dilatations. Sur les patients réalisés, en 2024, il y a à peu près 2100-2200 coraux faits en ambulatoire et 750 en angioplastie. Taux de conversion ambulatoire vers l'hospitalisation complète. Ça s'est affiné au fil du temps à force de screener les malades. On a quand même pris l'habitude de ne pas programmer tout et n'importe quoi en ambulatoire. C'est 10% de conversion, ce qui est pas mal, mais ce qui est quand même gênant pour le service. Quand même penser, parce que forcément, ça arrive dans l'après-midi, en fin de journée, c'est que ça peut être embarrassant. Il n'y a pas toujours de lit, donc c'est embêtant. Moyenne de patients en HDJ à peu près 3000 par an, 10 à 14 patients par jour. On va essayer d'élargir l'amplitude horaire pour prendre plus de patients. 15 jours de fermeture sur l'année, à peu près, entre l'été et les ponts. Et puis une seule complication vraiment majeure depuis l'ouverture en 7 ans, une fibrillation ventriculaire sur une occlusion de stent à H4. Ça met l'ambiance dans l'HDJ. Vous avez vu comme c'est grand, vous allongez le patient dans le couloir. Ça s'est bien terminé, on l'a mis en coraux, l'artère s'était occluse sur une dissection en aval du stent. On l'a débouché, il est reparti, il n'y a pas eu de souci, mais ça met quand même une sacrée ambiance dans l'HDJ, hein, clairement. Et puis ça nous a permis de développer un petit peu, parce qu'on est quand même dans Paris, donc beaucoup de patients âgés, probablement plus qu'en petite ou grande couronne et en province. Donc on a pris sur une période, sur un mémoire de DU, sur 2 ans à peu près, on a à peu près 157 angioplasties ambulatoires chez des patients de plus de 80 ans. Patients essentiellement symptomatiques, assez peu de tests d'ischémie finalement, beaucoup de scanners. Des patients plutôt monotroculaires, pas trop sévères. Et vous voyez qu'en fait, sur ces 157 procédures, il y a 4 complications, 4 infarctus qui n'ont pas été des infarctus massifs, qui sont passés bien entendu en USIC. Sur les 34, il y a 34 procédures qui ont été converties en hospitalisation complète, 20%, donc c'est plus que pour la population générale, c'est le double que pour les patients jeunes. Essentiellement sur les critères de Mace et puis beaucoup d'iode, des procédures très complexes, des troubles du rythme. Et puis après, c'est des procédures qui sont terminées trop tard, des patients qui n'ont pas forcément quelqu'un de fiable à domicile. Donc à ce moment-là, on les garde en hospitalisation. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le développement, c'est un vrai challenge quand même pour les équipes médicales et paramédicales. Le projet est à mener vraiment avec les équipes, la direction en direct du début des travaux, quasiment avec l'architecte, le directeur technique, pour faire ce que vous voulez, les salles, pour tout organiser comme vous le souhaitez. Parce qu'une fois que ça sera fait, ça sera trop tard et vous aurez du mal à le changer. Vous pourrez peut-être l'étendre, mais en tout cas, vous ne pourrez pas le modifier en profondeur. Ça peut s'ouvrir très rapidement, en moins de 6 mois. Hein. C'est vraiment tout à fait raisonnable si tout le monde s'y met. Pour un HDJ de 10 à 15 postes, 200 mètres carrés, ça suffit. L'activité est rentable pour la structure, mais pour l'instant, on va voir comment évolue notamment le remboursement du stent. Et puis, bien évidemment, la satisfaction des patients est énorme. Pour eux, c'est un vrai confort. Et enfin, pour le service, je ne l'ai pas ajouté dans la conclusion, mais pour le service, c'est vraiment un véritable appel d'air où on a des vrais patients qui nécessitent une hospitalisation. Ça, c'est un vrai plus pour le service. Voilà, je vous remercie. J'ai peut-être mal interprété des chiffres. Ouais. 85 à 90% des coronarographies faites en ambulatoire. Ouais. A contrario, 10 à 15% de SCA. 10 à 15% de SCA, le syndrome coronaire aigu, qui sont dans votre recrutement. C'est le chiffre que je ne comprends pas. Votre recrutement de coronarographie. Oui. Donc vous n'avez pas beaucoup de syndrome coronaire aigu. Non, on est dans Paris, donc on a des ST+, on en a, mais c'est pas un recrutement énorme. D'accord. Ouais. Mais ça veut dire qu'un STEMI, vous le refroidissez, vous le remettez en hôpital de jour quelques jours après ou... Non. Les STEMI, ils sont faits en hospitalisation. Non. Ils sont faits comme partout. Parce que 15%, ça me paraissait peu, quoi, si on veut transposer. J'ai peut-être une mauvaise interprétation du chiffre, je ne sais pas. Non, mais Paris, c'est un contexte particulier. Non, c'est l'effet Paris. C'est-à-dire que les SAMU envoient sur l'AP. Oui, exactement. Voilà, c'est que les SAMU envoient essentiellement sur l'AP. Voilà. Pas dans les autres sens.
Et du coup, vous n'avez pas du tout de rythmologie en ambulatoire? Parce que vous avez montré la salle. Alors, mais, si, du coup, vous n'avez pas de ça démarre, d'activité? ça démarre gentiment, mais c'est vrai que bon, ils font des petites choses. Il y a du choc évidemment, des choses comme ça, des explos électrophysiologiques. Pour la fibrillation auriculaire en ambulatoire, on a du mal à les y Des poses de mettre. pacemaker ou Ouais, pacemaker, ça c'est faisable, ça c'est pas un problème. Ce qu'on aimerait développer, c'est Les primo-implantations, on les met en ambulatoire, les primo-implantations. Oui, parce que là, vous avez dans vos chiffres, il n'y en avait pas du tout. C'est pour ça que j'étais. Non, mais là, non, mais là c'est que la cardio-interventionnelle. Hein. Il a fait que la coro. D'accord, ok. C'est que la coro. Hein. Et du coup, les autres, c'est bien vous poser la avez un question. autre service d'ambulatoire ou non, vous les mettez dans le même service? On les met dans le même service. D'accord, ok. Ce qui va, a priori, poser des problèmes de place à un moment. C'est pour ça qu'on essaye d'élargir. Et on aimerait bien qu'ils fassent de la fibrillation auriculaire en ambulatoire. C'est ça l'idée. Une dernière question? J'en ai trois, merci. Juste sur les critères d'éligibilité à l'ambulatoire, la présence d'une personne le soir, elle est encore de rigueur ou pas? Ouais. Et vous avez ça c'est obligatoire. Hein. Vous avez oui et non en fait, parce que du côté anesthésiologie en fait, ils l'ont fait sauter. Donc nous, je vois sur la chirurgie anesthésie, c'est plus un critère limitant. Après, vous avez un hôtel hospitalier ou pas pour les? On a un hôtel hospitalier en fait, un hébergement? Non, vous n'avez pas. Non. C'est Paris parce que c'est Paris. Ouais, c'est les Paris, gens ouais. ils viennent. Moi j'ai des patients insulaires par exemple, c'est super pratique, du coup ils dorment sur place. Mais là c'est quand tu es à Paris, théoriquement, c'est pour la clientèle de province éventuellement, mais la clientèle de province ça se fait traiter en province pour une coro. Okay. Il y a des hôtels qu'on recommande si les gens, quand on a des gens qui viennent effectivement soit de l'étranger, soit des dom-toms, mais il y a pas de, mais c'est pas protocolisé. Quoi. Voilà. Ok, merci. Moi, j'avais juste 2 micro-questions rapides. Du coup, vous faites passer 2 patients par fauteuil, c'est ça? Parce que j'ai vu 6 fauteuils, non? Il y a 6 fauteuils d'accueil et puis il y a 6 fauteuils les petits espaces business. Donc il y a 2 patients qui passent. Voilà, il y a 2 patients qui vont passer dans le. Ouais. Et l'autre truc, c'est que je vois, vous avez quel taux à peu près d'angioplastie ad hoc sur des. Alors de moins en moins. Ouais, c'est ça. De moins en moins parce que d'abord c'est ingérable. C'est ça. Deuxièmement, quand même les dernières données montrent bien que quand les gens sont pas sous le double anti-agrégation plaquettaire, il y a quand même 3 à 4 fois plus de risque de thrombose de stent. Donc on s'en doutait déjà un peu, on savait déjà un petit peu, maintenant on en est sûr. Donc voilà, les gens sont principalement reprogrammés pour la dilatation. Ok. Et ben, du coup, on va passer au dernier topo qui concerne la prise en charge de l'amylose en hôpital de jour. L'amylose qui, je pense, avec la CMH, fait partie des maladies médicales en pleine croissance, de la pathologie cardiologie médicale. Bonsoir à tous. Merci d'être restés. Je vais vous présenter, oui, effectivement, ce qu'on a mis en place au centre hospitalier de Versailles pour faciliter le diagnostic de cette pathologie qui est en grande augmentation d'incidence. Ça bloque sur les conflits d'intérêt. Ah, ça bloque sur les conflits d'intérêt. Ouais, c'est moche. Vite, changez. Ah, c'est bon. On va repartir. Ok. Donc, je vais quand même redonner quelques éléments de contexte que vous avez dû constater dans les services. Les amyloses cardiaques, ce sont des maladies qui sont en forte augmentation d'incidence depuis 10 ans, notamment les cas d'amylose à transthyrétine sauvage. Je vous ai mis 2 exemples, une cohorte italienne et également la cohorte anglaise. En plus de ça, on se rend compte que l'évolution là, chez les Anglais de l'adressage fait que le cardiologue est de plus en plus au centre de cette pathologie et que c'est le mode d'entrée dans la pathologie. Et ça, c'est une bonne nouvelle, c'est que les patients arrivent maintenant à des stades plus précoces de leur prise en charge. On les découvre de moins en moins en insuffisance cardiaque avancée dans les services hospitalisés, mais ça nous met un challenge, c'est-à-dire ces patients, il faut être capable de les recevoir en ambulatoire et également de savoir les repérer avec des présentations cliniques moins classiques et moins historiques avant d'avoir 18 mm de septum et d'avoir un strain à moins 3%.
Alors, au début, ce qui se passe pas mal, c'est de recevoir effectivement les patients en consultation. Je recevais des mails de mes confrères et consoeurs en ville pour voir ces patients, pour pouvoir mettre le traitement. Avec les problématiques qu'on a dit, c'est les délais de consultation sur déjà des plannings bien chargés. Et c'est pas juste un rajout, puisque une consultation pour un patient qui arrive pour une amylose cardiaque, une suspicion, c'est de savoir déjà quels examens ont été faits. Est-ce qu'on a un diagnostic sûr? Est-ce qu'il manque le bilan de gammapathie monoclonale? Est-ce que la scintille a été réalisée? En fonction des adressages, c'est différent. Il faut effectivement récupérer des fois une histoire longue du patient qui reste une maladie en fait complexe pour lequel peut y avoir une errance diagnostique au moins d'un an voire de plus. Le patient vient aussi avec des plaintes extracardiaques. Évidemment, il y a tout l'examen clinique derrière. Et puis, il y a tout un temps d'annonce diagnostique, d'éducation thérapeutique, de réadaptation de son ordonnance sur les traitements non spécifiques de l'amylose, l'introduire le traitement spécifique, découvrir que le patient a également une prise en charge rythmologique à avoir de type fibrillation atriale ou rétrécissement aortique, et parler en plus de ça de génétique. Ce qui fait que c'est une vraie course contre la montre sur un créneau de 30 minutes de consultation. C'est même quasi impossible pour le faire de manière satisfaisante. Le patient, il ressort en ayant peu compris de choses finalement. Et nous, derrière, on n'est pas satisfait de ça. Se pose en plus une deuxième question, après le diagnostic maintenant, c'est celui du suivi de ces patients. Puisque à l'heure actuelle, on a toujours un traitement spécifique dans l'amylose à transthyrétine qui est à l'AMM, c'est le tafamidis, mais arrive avec des études de nouveaux traitements qui vont arriver et va falloir se pose la question d'adapter, de changer de classe thérapeutique et se pose la question d'évaluer la progression de cette maladie. Alors, on n'est pas en oncologie, on ne peut pas mesurer sur un PET scan le SUV ou la taille d'une tumeur. On doit évaluer une évolution d'une maladie systémique qui fait des dépôts microscopiques. Ce qui est un challenge et le consensus d'experts actuellement définit la progression sur des critères cliniques, biologiques et d'imagerie, également sur des critères thérapeutiques. Mais pour bien évaluer et arriver à une définition d'un patient qui progresse, il faut déjà avoir des baselines à la prise en charge initiale complète. En consultation, il y a la problématique de l'écho qui est en fait l'écho faite par le correspondant de ville. On n'a pas forcément toutes les données qui nous intéressent. Peut-être pas la même machine d'échographie avec le même strain. Pas forcément les mêmes normes si ça a été fait en ville de NT-proBNP, donc ce qui rend le comparatif difficile. Et également, faut répéter ces examens par la suite dans les mêmes conditions. Et donc, l'idée m'avait germé de plutôt faire ces patients en HDJ. Et ce qui tombe bien, c'est qu'Amignos, ça tombait au moment où il y avait une restructuration de notre HDS, avec un agrandissement des lits et notamment l'arrivée de 2 fauteuils d'ambulatoire en HDS qui étaient destinés à une prise en charge non invasive, parce qu'on a déjà des lits d'ambulatoire, des fauteuils d'ambulatoire qui sont en coronarographie directement pour les angioplasties, les coronarographies et l'arythmo. Donc, il y a notamment mes collègues qui travaillent entre le service des urgences et de cardiologie, qui utilisent ces fauteuils une partie de la semaine pour faire des bilans de douleurs thoraciques chez les patients qui sont sortis des urgences, des bilans de syncope. On fait des bilans d'insuffisance cardiaque et effectivement, j'ai proposé de le faire également pour faire le bilan diagnostic d'amylose. En moyen, alors je suis cardiologue référent, si je suis absent, j'ai des collègues qui peuvent prendre le relais. On a l'équipe de programmation d'HDS et au cas par cas, effectivement, l'intervention des ISPIC. On utilise bien évidemment le plateau technique et à ça, on a également sollicité le service de médecine nucléaire pour avoir les scintigraphies dans un délai rapide avant l'HDJ si les patients ne l'ont pas eu en externe, et également le service de stomatologie pour faire les BGSA.
Bon, en termes légal et de nombre d'interventions, on y arrive assez vite. Vous allez voir, entre une BGSA, une ETT, l'intervention du médecin, un test de marche, une intervention d'ISPIC, on est très vite dans des critères pour l'HDJ en termes de rémunération. Et donc, on a décidé de fonctionner ainsi, c'est que quand le patient est adressé, on fait en sorte de programmer dans un délai inférieur à 1 mois la scintigraphie osseuse s'il ne l'a pas eu, et par la suite l'HDJ. Et au moment de l'HDJ, on fait notamment les prélèvements. Ce qui nous bloque pour notamment mettre le traitement directement, c'est le résultat des chaînes légères qui peuvent prendre quelques jours. Donc quand ils sortent d'HDJ, ils n'ont pas forcément le diagnostic final. Donc on les revoit par la suite en consultation d'annonce pour introduire le traitement. Et en plus, souvent, en 2-3 semaines, on a le résultat de la génétique. Donc souvent, on peut leur donner le statut à ce moment-là. Ce qui est souvent la première source d'angoisse des patients. En fait, c'est pas leur état d'insuffisance cardiaque, c'est plutôt la transmission à la famille. Donc, qu'est-ce qu'on fait en HDJ ? Évidemment, on fait les examens qui permettent d'avancer dans le typage de l'amylose, qui sont essentiellement la biologie, la BGSA, et on prélève le gène TTR. Il faut faire un état des lieux du retentissement cardiaque, à des examens standardisés, habituels chez les patients insuffisants cardiaques, si ce n'est qu'on rajoute, nous, le dépistage de la fragilité qui est important chez ces patients qui sont souvent âgés. Voilà, il y a un questionnaire de qualité de vie, un test de marche. La consultation avec le médecin qui permet d'avoir un vrai temps dédié, environ 20 minutes, auprès du patient, où on lui explique pourquoi il est là, quel est le fonctionnement de la maladie, quel est le pronostic et quels vont être les traitements à remettre, à introduire. On lui remet également des documents qui sont d'éducation thérapeutique qui ont été créés par notamment l'Association française des amyloses cardiaques. Et ça peut être le moment également, au cas par cas, où les ISPIC vont intervenir pour faire l'éducation à l'insuffisance cardiaque et également inclure les patients en télésurveillance. Et puis, un dernier point que j'avais un peu sous-estimé, mais qui effectivement vient quand même souvent lors de ces HDJ, c'est qu'on découvre que le patient n'était pas connu, il est en flotteur. Va falloir organiser la prise en charge rythmologique. On refait l'échographie, il y a un rate serré. Il va falloir organiser effectivement le bilan prêt à vie. Et puis, ça peut arriver, effectivement, les canaux carpiens, ils ont la symptomatologie, donc prévoir un électroneurommyogramme et par la suite de voir le chirurgien orthopédique. Et puis après, donc, je vous ai dit, on fait l'annonce, par la suite on les revoit et on introduit le traitement en consultation dans 2 à 3 semaines, et puis vient le suivi. Donc on est parti sur le modèle. Après concertation notamment avec les correspondants de ville, on avait vraiment à cœur effectivement de ne pas piquer entre guillemets le patient au correspondant de ville, mais à l'inverse, les correspondants de ville, ils étaient demandeurs qu'ils aient un bilan à l'hôpital de cette pathologie. Ils ne sont pas toujours très à l'aise. Donc ce qu'on a convenu, c'est qu'à 6 mois, ils sont revus par le cardiologue traitant avec les biomarqueurs, avec un bilan biologique qui comprend les biomarqueurs, et nous on les revoit à 1 an en HDJ de suivi, où on refait globalement, en dehors évidemment du bilan de typage, le bilan qu'on avait fait au diagnostic, et ça permet d'avoir une évolutivité. Voilà, alors nous on a démarré en mars 2025. Donc, j'ai des chiffres beaucoup plus modestes que de la coronarographie ambulatoire, l'angioplastie bien évidemment. On a vu 34 patients au total en démarrage. On a fait 27 diagnostics. Et c'est essentiellement des amyloses à transthyrétine sauvages, mais quand même, on peut arriver. C'est pour ça qu'il faut avoir des délais quand même assez rapides. Et c'est d'ailleurs dans la cohorte, c'est ce qui est montré dans la cohorte italienne, c'est qu'il y a un effet domino. C'est qu'à force de chercher des amyloses, certes, on augmente le nombre d'amyloses à transthyrétine, mais aussi on emmène des AL avec nous. Et on fait des diagnostics d'AL. Et donc c'est pour ça que les voir dans un délai d'1 mois, ça permet d'orienter urgemment les patients si c'est une AL. Et puis en HDJ de suivi, pour l'instant, effectivement, pour faire des suivis, il faut des diagnostics.
Donc on en a fait 14, mais c'était surtout des anciens patients qui étaient suivis dans le service, en consultation. Et forcément, avec les diagnostics qui sont arrivés cette année, normalement l'an prochain, on va avoir plus de suivi à faire. Donc en conclusion, c'est vrai que l'HDJ, personnellement, je trouve que c'est un format qui est plus adapté. On a tous les examens qui sont réunis. On peut effectivement avoir cette évaluation standardisée qui va nous servir par la suite. On a le temps d'expliquer aux patients cette pathologie qui est particulière et qui n'est pas encore très connue. Ça permet de se poser un petit peu sur les problématiques, ce que j'appelle l'extra-amylose, donc effectivement l'arythmo, les valvulopathie, les problématiques extracardiaques. On a une consultation, un temps derrière de réflexion et une consultation qui est totalement dédiée à l'annonce, où effectivement on n'a pas ce temps de récupération de tous les examens et d'explications avant. Et puis, voilà, on a une perspective d'évolution. Effectivement, on est en cours de mise en place de téléadressage, notamment d'Omnidoc. On a l'implication d'autres collègues, d'autres spécialistes, les gériatres, la neurologue qui s'occupe des neuropathies périphériques et qui nous a fait les électromyogrammes quand on en a besoin. On espère également, on va par la suite participer au registre national des amyloses, qui est le registre IR. Et ce qui est en train de se développer avec mes collègues d'HDS, c'est qu'effectivement, il y a maintenant une étude qui montre un score de probabilité d'avoir une amylose qu'on est adressé pour un bilan de pré-ta-vie. C'est d'essayer de systématiser ça quand nos patients viennent en HDS pour des bilans pré-ta-vie. Voilà. C'est une présentation. Merci beaucoup Thibaut pour cette belle présentation assez synthétique qui rejoint très bien le thème de la session. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement dans la salle ? Vous travaillez en totale autonomie ou vous envoyez aux généticiens pour une consultation plus poussée pour la famille ? Alors, la génétique, on est en bonne autonomie, c'est-à-dire qu'on les prélève. Et il faut savoir qu'on les prélève pendant l'HDJ en tant que cardio. Et faut savoir que au-delà de 70 ans, c'est moins de 5% de forme héréditaire. Donc par la suite, si on trouve, effectivement, après on les envoie aux généticiens. Voilà. Oui, les délais ils sont raisonnables. Après, j'ai un peu une double casquette, c'est que je suis passé interne en fait dans un service de génétique, donc je suis assez à l'aise avec le sujet. Et on a des conseillers en génétique sur Versailles qui permettent, qui ont des délais raisonnables et qui permettent de gérer la famille si besoin. Ouais. On n'en a pas eu encore, mais ouais, effectivement. Et pour rebondir, est-ce que tu connais le coût parce que la recherche systématique du coup avec une rentabilité de 5%, c'est quoi le coût de mémoire, c'est 150 € le GNTTR. Voilà. Après, c'est vrai que c'est peu, je suis d'accord, c'est moins de 5%. On n'a pas encore de moyens autres d'être sûr et certain que le patient n'est pas héréditaire. Il y a des cas effectivement d'héréditaire au-delà de 90 ans. Après, en discutant avec les patients, ce qui est fou, c'est que quand ils arrivent, qu'ils ne connaissent pas la maladie, ils ont regardé sur Internet, ils ont deux préoccupations, c'est est-ce que je vais avoir de la chimiothérapie, donc ils ont eu amylose AL, et est-ce que ma famille va être concernée. Et c'est vraiment leur première interrogation, c'est est-ce que je vais transmettre ça à ma famille. Et à l'inverse, le vrai soulagement en consultation, ou quand on rentre le résultat, c'est de dire « Ah, c'est pas héréditaire ». Donc c'est vrai que pour l'avoir vu de l'autre côté, les généticiens, ils ont un autre problème, c'est qu'ils voient des familles de patients arriver en fait chez des patients qui ont eu une amylose, qui n'ont pas été génotypés, le patient est décédé, et en fait ils voient arriver le patient, les familles, avec l'angoisse que ce soit génétique ou pas. Et pour économiser, entre guillemets, un prélèvement chez un patient, en fait, il se retrouve, et en plus, on n'est pas dans le cadre légal, à en faire 5-6 dans la famille, parce qu'on ne sait pas le statut du patient. Et en plus, on n'est pas vraiment dans le cadre légal, parce que normalement, il faut avoir une preuve chez le cas indeps. Et puis c'est vrai que du coup, tout le temps d'arbre généalogique, tout ça, il est fait après, quand vous avez la mutation positive. Donc ça, vous gagnez beaucoup de temps sur ça. Ouais. Oui, c'est vrai que alors sauf si on a des informations évidentes, et puis l'autre chose, c'est les afro-antillais, puisque c'est eux qui ont la plus forte prévalence en amylose, en tout cas cardiaque.
Là, souvent, on met quand même un petit peu en avant que c'est une probabilité que ce soit génétique, moi je leur dis. Après, on attend le définitif, mais ça arrivait. Ouais. Très bien, merci à tous, merci aux orateurs, merci à vous d'être restés, et on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tous.